être très honnête, j'avais pas de plan de carrière bien défini. Je me suis pas réveillé un matin en me disant je veux être éditeur et je vais faire des études dans ce but précis. J'étais un amoureux des livres depuis tout petit. Je mange des livres, je consomme des livres depuis la primaire. Mais à la base, je voulais faire des études d'histoire parce que j'adore l'histoire, j'adore l'archéologie, l'histoire ancienne, l'Égypte, la mythologie grecque, romaine, etc. C'est des choses que je rapprochais très souvent des livres parce que quand j'étudiais la mythologie, j'avais l'impression qu'on me racontait des histoires. Sauf que, arrivé au lycée, je suis tombé dans la marmite manga et animation japonaise. J'ai commencé à acheter pas mal de bouquins en japonais dans une librairie qui s'appelait Tonkam, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui vendait des mangas en version originale. Et donc j'ai acheté de plus en plus de mangas en version originale que je ne comprenais pas donc puisque je ne parlais pas le japonais et que j'essayais de décrypter, de déchiffrer avec ma méthode Assimil. Et comme c'était très frustrant et que ça ne me donnait pas beaucoup de résultats, à la sortie du lycée je me suis dit pourquoi ne pas apprendre le japonais tout simplement. Et donc je suis entré à la fac de Jussieu à Paris 7 et c'est là-bas que j'ai commencé mes études de japonais. Une licence puis une maîtrise et c'est là que j'ai rencontré ma compagnonne de fortune on va dire qui s'appelle Cécile Pournin qui est mon associée avec qui j'ai monté Kiyun qui elle aussi est tombée dans la marmite manga au lycée et qui a elle aussi décidé de faire des études de japonais. J'étais toujours un grand amoureux du manga, j'en lisais de plus en plus et je me suis rendu compte qu'il y avait une inadéquation entre ce que les éditeurs français proposaient à l'époque en France et ce que je lisais moi en tant que fan de manga. Je lisais énormément de seinen, donc de manga pour jeunes adultes et adultes, des thrillers, des mangas historiques, des choses comme ça. Alors qu'à l'époque en France, on publiait presque à 100% du shonen en fait, du manga pour les jeunes garçons, qui est un genre que j'aime bien aussi, mais un genre dont je m'étais un petit peu éloigné parce que j'avais grandi tout simplement. Ma collègue de fac, Cécile Pournin, donc mon associée, était exactement dans le même cas de figure. Elle traduisait des romans pour des grosses maisons d'édition, Pocket, Flammarion, etc. Elle voulait devenir traductrice dans un premier temps. Et donc on s'est regardé dans les yeux et on s'est dit mais pourquoi on n'essaie pas de monter notre maison d'édition et puis si ça marche, tant mieux, et puis si ça marche pas, tant pis, on leur a appris 2-3 trucs et puis on passera à autre chose, quoi. J'ai fait un BTS en communication visuelle avec une année de prépa auparavant, donc sur Paris à l'ECV. Après, j'ai aussi fait une formation en alternance dans le web. Je travaille sur plein de choses différentes. Il y a la conception des jaquettes, création de logos pour aller sur les titres. Il y a tout le matériel promo qui va avec, donc ça va être de la presse, les pubs, ça va être du web avec les habillages, les bannières, flash ou fixe, HTML5, des salons, donc ça veut dire qu'on a les habillages des stands d'affaires à créer. Le milieu du manga, c'est quand même une petite niche, donc en fait, si on veut absolument être graphiste dans le milieu du manga, je pense que c'est un peu compliqué, il faut peut-être avoir des contacts. Après, il faut savoir que graphiste, ça touche énormément de secteurs et que chaque secteur, ce sont des choses qui sont complètement différentes. On se retrouve, la publicité, ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais dans l'édition. Et il y a plein d'autres domaines encore, le packaging. Et je pense qu'en fait, il faut se renseigner parce que quand on commence en tant que graphiste, je pense qu'on n'est pas assez informé à ce niveau-là et c'est difficile de savoir dans quelle direction se diriger. Moi, j'aime la partie qui me permet d'être plus créatif en fait. Donc ça va être quand je travaille sur des projets, enfin des titres où les éditeurs permettent une refonte par exemple de la jaquette, ce qui me permet de ne pas repartir sur une base qui existe déjà au Japon et de pouvoir créer, de faire des propositions de logo, des propositions de mise en page. Et c'est cette partie-là moi qui m'intéresse le plus en fait, où j'ai le plus de liberté forcément.
Alors mon métier aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir vous dire que c'est de lire des mangas du matin au soir et de choisir des séries, mais malheureusement non. Être chef d'entreprise, c'est aussi faire plein de choses extrêmement pénibles et fastidieuses. Donc moi je fais beaucoup de gestion, de comptabilité, de tâches administratives qui ne sont pas forcément les plus passionnantes, mais qu'on est obligé de faire parce que sinon rien ne fonctionne en interne. Et ça occupe bien 50% de mon temps de travail. Donc c'est considérable. Mon métier d'éditeur, c'est avant tout de lire des magazines de prépublication. Les magazines de prépublication, c'est ces gros annuaires là, que vous avez là-bas, où il y a énormément de séries qui sont publiées à un rythme hebdomadaire ou mensuel selon le magazine. Parce qu'il faut savoir qu'un manga, ça ne commence pas comme ça. En France, on a l'habitude de les voir comme ça chez le libraire, mais au Japon, ça commence dans un magazine de prépublication et il y a des chapitres qui sont publiés, et quand on a suffisamment de chapitres pour faire un tome relié, bah, il sort en tome relié. Nous, éditeurs français, quand on prospecte, on commence toujours avec les magazines de prépublication parce que c'est la manière la plus efficace et la plus rapide de repérer des séries intéressantes. Ensuite, quand une série me plaît, bah, je vais me rapprocher de son éditeur japonais et je vais lui faire une offre. C'est aussi un volet très important parce que je suis rarement seul à être intéressé par une série quand elle est de qualité. Et donc je présente une offre financière dans laquelle je dis à l'éditeur japonais: je voudrais vous acheter la série XXX à tel tarif et à telle condition. Et j'envoie en même temps ce qu'on appelle un plan marketing, qui est un plan dans lequel on détaille tout ce qu'on va faire pour défendre la série dans les points de vente ou à la télévision ou sur les sites internet, et faire en sorte qu'elle soit bien mise en valeur et qu'elle ait le maximum de chances de rencontrer son public. J'ai fait un bac S qui ouvre de nombreuses portes, donc qui ne m'a pas du tout empêché de faire ensuite une prépa littéraire. Ensuite, j'ai fait à la fac une maîtrise de lettres modernes. Et enfin, j'ai opté pour non pas les études de recherche, mais les études pro. Et j'ai fait un master de pro, lettres appliquées aux techniques éditoriales et à la rédaction professionnelle. En fait, il y a 3 facettes. La première facette, c'est la coordination. La deuxième, c'est, on va dire, la rédaction. Et la troisième, la correction. Donc la coordination, c'est assez simple. Il s'agit de réceptionner des fichiers, d'envoyer des mails, de voir avec les traducteurs à quelle date ils peuvent rendre la traduction et de s'assurer que le livre pourra bien être traité pour être imprimé à la date prévue. Ensuite, la partie rédaction, c'est vraiment reprendre la traduction et la réécrire pour que les phrases soient correctes en français, qu'il n'y ait pas d'expressions idiomatiques japonaises qui ne ressortent pas très bien en français non plus, que les dialogues aient l'air cool s'il faut qu'ils aient l'air cool, que le ton du manga est le bon, etc. Et enfin la correction, bah, c'est basiquement s'assurer qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe et que la maquette du manga est respectée, que là où le personnage doit parler en pensée, il parle en pensée, que la bulle A est bien placée à l'emplacement de la bulle A et pas à l'emplacement de la bulle C, ce qui peut arriver sur un malentendu, ce genre de choses. En termes de parcours, en fait, il y a les gens qui disent qu'il faut absolument faire un stage dans la branche dans laquelle on veut aller pour pouvoir y entrer, et il y a ceux qui disent qu'on n'est pas obligé. Donc moi, je vais dire un peu des deux. Oui, j'ai fait un stage dans le manga et je pense que ça m'a ouvert des portes parce qu'on s'est dit « Ah, il y a Tonkam sur son CV, etc. » Mais paradoxalement, si je suis entrée chez Kiun, ce n'est pas suite à une expérience dans le manga. J'étais dans une maison d'édition qui faisait du roman et avant j'avais fait des livres scolaires. Donc faut pas imaginer que voilà, dès qu'on est parti sur une voie, on ne peut pas changer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on voit hors manga et qui servent ensuite dans le manga. La rigueur de certains trucs typographiques, bah, on ne le voit pas forcément si on débarque dans le manga. Il ne faut pas négliger de s'intéresser au logiciel. C'est-à-dire que dans certaines formations, on fait beaucoup de cours théoriques. Il n'y a pas toujours un cours d'informatique. Dans ce cas-là, il faut aller par soi-même, sinon on va arriver, on va se retrouver démuni devant InDesign, devant Photoshop. Voilà, si on n'a pas un cours pour ça, il faut soi-même être un petit peu curieux.
Les premières années ont été très compliquées, d'une part parce qu'une maison d'édition, ça met vachement de temps à s'installer. Il faut développer un catalogue, il faut empiler les séries, et c'est le fond de catalogue qui fait qu'on arrive à vivre. Donc c'est un marathon, une maison d'édition. C'est pas une entreprise avec laquelle on gagne beaucoup d'argent dès la première année. Ça, on le savait, on s'y attendait. Donc dans un premier temps, déjà, on a été obligé de continuer à travailler à mi-temps pendant qu'on développait le catalogue de Kiun. On a fait ça pendant les 4 premières années, un petit peu plus de 4 ans. En même temps qu'on allait voir les éditeurs du japonais, on allait au Comiket. Qu'est-ce que c'est que le Comiket? C'est le plus grand salon au monde de bande dessinée indépendante. Où pendant plusieurs jours, vous avez des dizaines de milliers de dessinateurs qui présentent des œuvres amateurs. Donc on a décidé d'aller prospecter dans ce salon-là pour trouver nos premières séries et travailler directement avec des auteurs japonais sans passer par des maisons d'édition japonaises. Ce qui a fonctionné, mais c'était pareil, là aussi un travail de longue haleine. Mais une fois qu'on a eu publié ce fameux premier bouquin, on a pu retourner au Japon voir des éditeurs japonais, et là on a commencé vraiment à avoir une relation de travail avec eux régulière. Le gros problème qu'on a eu dans nos premières années, c'est que les bureaux étaient installés dans mon HLM à Trappes et qu'on pouvait recevoir aucun professionnel parce que ça ne le faisait pas. C'était 2 ordinateurs et un canapé au milieu du salon, donc ça ne ressemblait pas vraiment à une entreprise sérieuse. Ça a duré plusieurs années comme ça, pendant lesquelles vraiment on ne pouvait pas recevoir les gens chez nous, et les Japonais aussi évidemment. Après le premier gros succès de Kiun, on a pu d'une se rémunérer après 5 ans de galère, et on a pu prendre des vrais bureaux à Paris. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a pu accueillir les Japonais chez nous, on a pu accueillir les imprimeurs, les journalistes, etc. Et ça a été un deuxième véritable départ pour Kiun. En un an, j'ai appris beaucoup plus de choses que dans les 4 années que j'ai passées en tant qu'employé, qui elles-mêmes étaient déjà riches en enseignement. Mais en un an de Kiun et de débrouille et de galère à droite à gauche, on a appris énormément de choses qui nous auraient de toute façon beaucoup servi dans notre vie professionnelle d'après. Donc si c'était à refaire, oui, je le referais plutôt 2 fois qu'une. Mais il faudrait que j'ai 27 ans comme j'avais 27 ans à l'époque. Parce que là, à 39, je pense que ce serait un peu compliqué.